Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis en compagnie de Pascale Joannin. Bonjour Pascale, Bonjour. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Denis Jacquet, bonjour, entrepreneur et fondateur du mouvement Day One. On attend Benjamin Coria, membre des économistes et professeur à Paris 13, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Il a un petit peu de retard et on va parler du grand débat. Édouard Philippe a présenté, vous le savez, un bilan de ce grand débat national au Grand Palais. C'était à Paris. Le Premier ministre a évoqué 4 grands axes de réforme, avec d'abord une baisse plus rapide des impôts pour répondre, dit-il, à une immense exaspération fiscale. Après 5 mois de crise des Gilets jaunes, le Premier ministre a également annoncé l'intention de remettre du service public. On l'écoute. Nous avons baissé les cotisations sociales, baissé la taxe d'habitation, baissé l'impôt sur les sociétés, sans doute pas assez vite, sans doute pas assez fortement, sans doute pas assez clairement, car manifestement cela n'a pas suffi à répondre au ras-le-bol. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser, et baisser plus vite, les impôts. Denis Jacquet, on a l'impression d'avoir déjà entendu ce discours, non? Est-ce que ce n'est pas Manuel Valls qui parlait du ras-le-bol fiscal? Bon, si on regarde globalement un chiffre, du temps de Nicolas Sarkozy, François Fillon, 40 milliards de prélèvements en plus, et ensuite avec François Hollande, c'est plutôt 27 milliards du côté des ménages, alors que du côté des entreprises, ça a plutôt baissé. Quelle est votre réaction? Moi, je suis toujours intéressé qu'on parle de baisser les impôts. Qui va s'en plaindre? Le problème, c'est de savoir qui paye. Bon. Donc, d'abord, baisser les impôts. Ce que disent les études, d'ailleurs. Ouais, donc, pour qui? Je trouverais ça... Alors, évidemment, c'est impossible politiquement aujourd'hui qu'un homme politique dise qu'il va baisser les impôts pour les productifs, parce que tout le monde redescend dans la rue. Pour les productifs, vous voulez dire alors quoi? Les sociétés? En fait, on a supprimé l'ISF. Mais si à un moment donné, au lieu d'arrêter de perdre comme une hémorragie depuis 20 ans, tous ceux qui ont réussi et qui sont partis à l'étranger pour fuir l'impôt, il faudrait à un moment donné trouver quelque chose qui les fasse revenir. Ce serait quand même un très bon signal qu'à un moment donné, ceux qui ont quitté notre pays reviennent. Mais ça serait forcément interprété comme un cadeau fait aux riches. Ça pourrait être une sorte de tu réinvestis une partie, on estime qu'il y a au moins 300 milliards qui sont à l'étranger, tu en réinvestis une partie et finalement... voilà, tu auras une imposition comme on l'a fait pour des pays étrangers. La flat tax, par exemple, elle est avantageuse pour ceux qui ont justement du capital. Exactement, oui, tout à fait. Mais en tout cas, je pense qu'on pourrait les inciter à venir réinvestir dans le tissu productif en moyennant une imposition plus légère, etc. Mais ça voudrait dire baisser aussi les tranches du haut. Donc là, on va toucher quoi? Les tranches intermédiaires. Certains ont même évoqué que les impôts, au contraire, augmentent pour ceux qui éventuellement seraient au-delà de 150 000 € par an. Ce qui, effectivement, pour quelqu'un qui est au SMIC en province, paraît une somme monstrueuse. Pour quelqu'un qui a un couple à Paris et qui sait le prix d'un appartement, c'est juste un montant avec lequel on vit. Mais on ne fait pas la fiesta tous les soirs. Donc la deuxième chose, c'est après, quand on baisse les impôts, soit on augmente le chiffre d'affaires, c'est comme dans une boîte, soit on réduit les charges. Donc ce qu'il faut qu'on nous annonce maintenant, c'est comment c'est financé. Donc on sait qu'il y a eu 10 milliards de donnés aux Gilets jaunes, voilà. Donc, comment on va les financer? Ça nous intéresse. Et si en plus, il y a une baisse d'impôts sur le cadeau fiscal, qui paye? Et donc, moi, je suis intéressé avant tout de savoir qui va payer avant de savoir ce qui va baisser. Donc, vous êtes favorable à une baisse de la dépense publique, c'est ce que vous voulez dire? Oui, surtout à une façon meilleure de faire fonctionner l'État. Parce que quand on dit baisse des dépenses publiques, en général, on prend la hache et on sabre dans le tas sans trop de réflexion. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a une dépense publique d'investissement et qui est productive, qui crée de la richesse. Puis, il y en a une qui est juste un mauvais fonctionnement mal géré. Donc celle-là, il faut y toucher. Mais l'autre, il y a des moments où, au contraire, il faut augmenter cette dépense publique si elle rapporte plus. Pascale Joannin, comment ça se passe chez nos voisins, les Européens? Finalement, la France est plutôt quand même parmi les championnes on va des dire prélèvements obligatoires. Ou elle est le championne ou elle est le mauvais élève, choisissez le qualificatif. En tout cas, c'est en effet celle sur laquelle il y a la fiscalité la plus importante et puis les prélèvements obligatoires les plus importants. Donc, bien entendu que nos partenaires européens vont regarder exactement ce que va annoncer le président de la République la semaine prochaine, parce que ça peut avoir une incidence sur l'équilibre budgétaire français. Vous savez qu'on a des règles communes. Et 3% de déficit public. 3% de déficit public. Donc déjà, quand il a annoncé au mois de décembre le chèque de 10 milliards, on a un peu toussé à Bruxelles en disant mais ça va faire repasser la France, qui venait de sortir du déficit excessif, tel qu'on l'appelle en Europe. Donc en effet, on va regarder exactement quelles vont être les mesures. Alors, la baisse des impôts, en effet, j'allais dire, tout le monde l'attend.
Tout le monde l'attend en France, peut-être, et tout le monde l'attend en Europe. Alors, ça va passer par quoi? C'est ça? Est-ce qu'on va faire une baisse plutôt de la TVA? Parce que c'est la TVA, finalement, qui rapporte le plus en France, d'après ce que j'ai vu. L'impôt sur le revenu, par exemple, un foyer sur deux ne le paye pas en France. Donc là, on est... Oui, il y a cette... Enfin, ce qui peut paraître une justice sociale, mais en même temps une injustice, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'en payent pas, et il y a peu de gens qui en payent, mais beaucoup. Et donc là, c'est la baisse des impôts, elle peut Très être que forte elle peut être concentration. elle peut être que sur cette partie des gens qui en payent beaucoup, qui sont, comme vous l'avez dit, des productifs, c'est-à-dire qui sont en effet des gens qui amènent quelque chose à l'économie. Et on sait depuis un économiste américain que trop d'impôts tue l'impôt, donc il ne faut pas non plus qu'on... Et c'est plutôt vers cette catégorie-là qu'il faut faire un effort. Il faudrait rajouter des tranches, par exemple, de l'impôt sur le revenu. Ça, je ne suis pas suffisamment experte pour vous dire s'il faut... C'est une des propositions. Ouais. Mais en tout cas, il est certain que l'Europe va regarder à la loupe ce qui va se dire, parce que on est un peu dans l'œil du cyclone. On a déjà eu maille à partir pendant 15 ans avec le déficit excessif. Donc, on revenait dans les clous. Il ne faudrait pas qu'on reparte dans le sens inverse. Au moment où on a été dépassé par l'Italie, qui est un peu le mauvais élève aujourd'hui de l'Union européenne. Et donc, on a intérêt peut-être à faire... Donc, la marge de manœuvre est très faible. C'est ce que vous dites. Exactement. Pour baisser les impôts. Si on veut rester justement face à cette contrainte européenne. Ou alors, si on baisse les impôts, il faut aussi qu'on baisse les dépenses. Donc, ça veut dire qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut baisser les impôts et baisser les dépenses publiques. Parce que sinon, on va en effet avoir un déséquilibre. Alors après, où baisse-t-on la dépense publique? Ouais. C'est toujours la même question. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un débat qui est revenu 2-3 fois, mais qui n'a jamais été... alors, de façon assez amusante, c'est Montebourg qui l'avait agité le plus à l'époque. C'est-à-dire que vous avez le ministère des Finances et le ministère du Budget. Bon. Et pour prendre toujours un exemple très bête, mais c'est comme ça qu'on comprend tous le mieux, c'est... Vous êtes un hôpital public, vous achetez une ampoule électrique. Soit vous achetez une ampoule électrique qui pète au bout de 2 ou 3 mois, mais vous l'avez payée que 20 centimes, mais vous allez la renouveler 10 fois dans l'année. Ou vous achetez une ampoule LED qui va durer 3 ans, mais qui coûte 4 à 5 fois plus cher. Aujourd'hui, parce que cette dépense publique, elle est dans le ministère du Budget, lui, il raisonne à l'année. À l'année, l'ampoule, elle coûte combien? 4 fois moins cher. Donc j'achète l'ampoule qui coûte 4 fois moins cher. Le fait que sur 5 ans, on l'aurait remboursé 30 fois, ne le soucie pas un seul instant. Donc déjà, rien que la commande publique, c'est-à-dire quand même 80 à 100 milliards par an, qui s'exprimait comme un investissement avec une rentabilité sur le terme long, change tout à notre dépense publique. Bon. Ça paraît très simple quand on vous écoute, et finalement compliqué à mettre en application. Oui, parce que le budget, on lui demande de le faire tous les ans, alors qu'en fait, un pays, on devrait le raisonner à 5 ou 10 ans. Mais personne ne veut changer ce rythme infernal de l'année. Et donc, les gens à Bercy disent non, mais il faut qu'on tienne le coup chaque année. La rigueur budgétaire, les 3% qu'il ne faut pas bouger. À un moment donné, ils disent stop, on va dépenser plus, mais regardez, sur 5 ans, on va très largement se rattraper. Le jour où on va faire passer le budget de la commande publique au ministère des Finances et non plus au ministère du Budget, on aura conquis une grande victoire sur la dépense publique. Ouais, et en plus, on est 28 États membres, parce que les Anglais sont encore là. Donc, on est 28 États membres. Donc, les autres États membres ne sont pas dans cette situation qui est celle de la France. Donc, ils ont bien fait des réformes ou des dispositions qui ont permis à l'économie d'être dans les clous. Donc, il y a pour la baisse des dépenses, vous voulez dire. Ouais, voilà, pour la baisse des dépenses. Donc, il n'y a pas de raison qu'en France, on n'y arrive pas. C'est juste un degré entre où est-ce qu'on peut le faire. Alors ça, je n'ai pas de recette immédiate, mais en tout cas, ça a été fait dans tous les autres pays. Et tous les autres pays nous regardent en disant, est-ce que ces fichus français vont encore être capables de mettre de l'ordre dans leurs finances? En même temps, d'après le débat, justement, il faut plus de services publics et plus de services publics au niveau local. Parce que c'était ça le problème des Gilets jaunes aussi, Denis Jacquet. On peut les réintroduire, mais là aussi, le digital peut avoir un impact colossal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bureau de poste, c'est plus forcément 15 personnes dans une petite commune de 500 habitants. Ça peut être peut-être une seule personne. Mais avec l'aide du digital, elle peut fournir des services qu'avant 15 fournissaient. Donc en fait, la vraie réflexion, d'ailleurs la Poste, la MEN, etc., c'est de dire on peut peut-être les maintenir, mais d'une façon différente, et puis dans une collaboration aussi entre des services du privé et des services du public. Pendant un moment donné, ils ont essayé de regarder comment on pouvait mettre une cabine de télémédecine dans une poste. Est-ce que ça pouvait devenir aussi l'endroit physique qu'on mettait de la télémédecine? En tout cas, les employés du service postal font le courrier, mais ils font aussi éventuellement la livraison de médicaments, la livraison d'un certain nombre Ils sont beaucoup plus polyvalents. Voilà. Même de produits de première nécessité, parce qu'il n'y a pas d'épicerie, etc. Alors, le service public, le problème, c'est qu'ils ont été retirés, ces services publics. Mais encore faut-il que ce soit la qualité du service public, parce que si on parle d'hôpitaux, par exemple, c'est bien d'avoir un hôpital, mais c'est un plateau technique. Donc,
Si on veut avoir la qualité, il faut regarder si on peut en mettre dans tous les villages ou dans toutes les sous-préfectures. Alors que bon, c'est peut-être pas le problème, c'est la qu'on en a rationalité, retiré... c'est peut-être pas d'en mettre partout. Ouais. On en a retiré trop tout de même, d'après ce que disaient les Gilets jaunes. Benjamin Correa, bonjour, vous nous avez rejoint. Merci, membre des économistes atterrés, me semble-t-il, et professeur à Paris 13. Merci d'être avec nous. Il nous reste 2 minutes. On parlait justement de cette déclaration d'Édouard Philippe de baisser les impôts, puisqu'il y a aujourd'hui une exaspération fiscale, dit-il. Vous êtes d'accord? Pas trop, hein. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un pilonnage sur ce thème. Un pilonnage? Ah, bah oui, parce qu'on voit passer cette séquence sur tolérance fiscale zéro, exonération fiscale. On n'avait peut-être pas besoin, si on est Édouard Philippe, on n'avait peut-être pas besoin de faire le grand débat parce qu'ils ont fait leur campagne là-dessus. Donc, mais la France est un peu championne tout de même en la matière. Non, il y a un problème de fiscalité en France, mais me semble-t-il, et même si on regarde une série de plateformes, hein, et ce qui en ressort, il y a plus un problème de demande d'égalité fiscale. C'est ce qu'ils disent. 62% des Français estiment que le problème n'est pas le montant des impôts, mais leur répartition. Mais évidemment. En même temps, un foyer fiscal sur 2 ne paye pas l'impôt sur le revenu en France. Oui, mais ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, mais ils payent la TVA, mais ils payent la CSG, etc., qui sont des impôts qui sont sans doute nécessaires, mais très inégalitaires. Donc, si vous voulez, quand on regarde ce qui ressort des plateformes, on s'aperçoit qu'il y a 77% des Français qui sont pour l'ISF, on s'aperçoit qu'il y a une demande d'augmentation des tranches de revenus supérieure, on s'aperçoit qu'il y a une demande de lutte contre la fiscalité dans les paradis fiscaux, etc., etc. Donc ça ne va pas dans le sens d'une baisse des impôts. Non, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème de fiscalité. Je veux simplement dire que la demande de rééquilibrage et de justice fiscale est au moins aussi importante que la demande de revoir la pression fiscale d'ensemble. Et je trouve très dommage que ça soit un silence complet là-dessus. Voilà. Merci en tout cas à tous les trois. Merci Benjamin Correa d'être finalement arrivé. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal.